Israël a connu un samedi très émouvant, marqué par la libération de 4 autres de nos otages, des femmes, après 477 jours de captivité. Pendant ce temps, Tsahal poursuit leur opération Mur de fer à Jénine, en Judée et Samarie. Les forces de sécurité opèrent au cœur du camp de réfugiés depuis déjà 5 jours et ont éliminé 15 terroristes. Nous vous présenterons l'étendue des forces à Jénine et les méthodes de Tsahal pour utiliser des unités spéciales afin de trouver et de neutraliser les menaces terroristes au sein de la population civile. Pendant ce temps, les organisations terroristes dont les prisonniers ont été libérés dans le cadre de cet accord se réjouissent. Israël a libéré 200 prisonniers de sécurité, dont des tueurs de masse impliqués dans des assassinats de soldats, des attentats suicides et des attentats à la bombe dans des bus contre des Israéliens. Certains des terroristes ont été expulsés vers l'Égypte et la bande de Gaza, mais d'autres ont été libérés en Judée et en Samarie, où ils ont été accueillis par des festivités et des fêtes. Cependant, certains prisonniers ont refusé de monter dans les bus pour la bande de Gaza et ont demandé à rester dans les prisons israéliennes au lieu de retourner chez eux à Gaza. Par ailleurs, le Hamas n'a pas libéré Arbel Yahoud, qui devait participer à l'échange de samedi. Cette violation de l'accord signifie que Tsahal n'autorisera pas les habitants de Gaza à se rendre dans la partie nord de la bande de Gaza tant qu'Arbel Yahoud n'aura pas été libéré. Le porte-parole en arabe de Tsahal a averti les habitants de Gaza de ne pas s'approcher du corridor de Netzarim et Tsahal a tiré des coups de semonce sur des hommes armés qui tentaient de s'approcher de cette zone. À ce stade de l'accord, le Hamas est censé fournir des informations sur l'état des otages restants de la première phase de l'accord. S'il ne le fait pas, il s'agit d'une nouvelle violation de l'accord. Mati Shoshani, analyste principal de TBN Israël pour le Moyen-Orient, nous donnera également un aperçu de ce qui se passe au Liban, où la grande question est de savoir si l'accord de cessez-le-feu avec le Hezbollah va tenir ou s'effondrer. Les forces de défense israéliennes étaient censées se retirer du Liban demain, conformément aux accords de cessez-le-feu, mais elles demandent toujours à pouvoir rester plus longtemps parce qu'il y a encore du travail à faire sur place. On estime que le Hezbollah ne reprendra pas ses tirs de roquettes sur Israël pour cette raison. La frontière nord est redevenue une poudrière, car les services de renseignement estiment qu'il pourrait être impossible de se retirer complètement de tout le sud du Liban. Partout, la question se pose de savoir qui empêchera le Hezbollah de revenir à la frontière. Plus loin, la chute du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran est en vue et l'on s'interroge sur le prochain dirigeant de ce pays. Cependant, même si nous gardons tout cela à l'esprit, ici en Israël, nous nous réjouissons car, pour 4 familles, le cauchemar est terminé. Alors que Liri Elbag, Karina Araev, Benyela Gilboa et Naamal Levi sont rentrées chez elles, nous vous présentons les moments émouvants et les images glaçantes de la vidéo cynique du Hamas lors de la libération de ses otages. Depuis l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu entre le Hamas et Israël, le Hamas s'est efforcé de montrer qu'il contrôlait toujours la situation, mais les otages ont également fait preuve de résilience, encourageant les tentatives d'humiliation dont ils ont fait l'objet. Enfin, la Maison-Blanche a accéléré la fourniture de bombes lourdes et d'autres équipements à Tsahal. Cela fait partie d'une nouvelle politique de la future administration Trump et en Israël, il y a un grand soulagement et une détermination renouvelée à finir le travail. Nous avons beaucoup à dire aujourd'hui, alors plongeons dans les détails. Je suis Yair Pinto et voici votre rapport Boots on the Ground sur ce qui se passe en Israël au 478e jour de la guerre contre le Hamas, le Hezbollah, les Houthis au Yémen, les milices chiites en Irak. Tous les groupes armés en Judée et en Samarie qui reçoivent tous leurs ordres du corps des gardiens de la révolution en Iran qui est à la tête de l'axe du mal au Moyen-Orient. Avant de commencer, je voudrais vous inviter à cliquer sur le bouton « S'abonner » afin de rester informé de la vérité en temps réel et de ne plus jamais manquer une occasion de nous aider à diffuser la vérité et bien sûr, de ne jamais manquer un épisode de Boots on the Ground.
Avant de passer à ce qui s'est passé hier, je tiens à féliciter Liri Elbag, Karina Araev, Daniela Gilboa et Namal Levy, qui sont rentrés chez eux. Je vous envoie amour et bénédiction, à vous et à votre famille. Nous étions impatients de vous retrouver. Mais avant de passer au rapport et à la manière dont la libération a été effectuée, je voudrais commencer par ce qui s'est passé la nuit dernière en Judée et en Samarie. Les forces de sécurité continuent d'opérer au cœur du camp de réfugiés de Jénine dans le cadre de l'opération Mur de Fer qui a débuté mardi dernier et au cours de laquelle elles ont déjà éliminé 15 terroristes et en ont arrêté plus de 35 autres. L'unité du porte-parole de Tsahal a déclaré qu'au cours de l'opération, les forces ont tiré sur des terroristes barricadés dans un bâtiment et a ajouté qu'il est connu qu'il y a une revendication concernant des individus non impliqués qui ont été blessés par les tirs et l'incident fait l'objet d'une enquête par Tsahal. Les forces de Tsahal ont encerclé le bâtiment sur la base de renseignements indiquant qu'un terroriste recherché était retranché à l'intérieur. Les forces ont commencé à appliquer des tactiques de cocotte-minute sur le bâtiment, ont demandé à ses occupants d'évacuer et ont même lancé des grenades paralysantes à l'intérieur, mais personne n'est sorti du bâtiment. Le réseau Quds a ensuite rapporté qu'un véhicule avait été attaqué depuis les airs près de la mosquée Al-Ansar, dans le camp de réfugiés de Jénine. Selon le rapport, il n'y a pas eu de victimes dans cet incident. Les forces de sécurité opérant dans le camp de réfugiés fouillent également les maisons pour localiser les armes, les laboratoires d'explosifs et les centres de commandement des terroristes. Au cours de ces opérations, plus de 40 terroristes ont été blessés et les forces ont détruit de grandes quantités d'engins explosifs improvisés et d'autres armes. En outre, plus de 35 terroristes ont été interrogés par le Shin Bet et Tsahal et de nombreux autres suspects ont été interrogés sur le terrain par le personnel des services de renseignement. La méthode d'action des forces dans le camp de réfugiés consiste à faire pression sur les terroristes pour les faire sortir de leur cachette, puis à les poursuivre lorsqu'ils commencent à se déplacer à l'extérieur. Des unités spéciales sont formées et équipées pour mener à bien ces missions, notamment Tuvdevan et Egoz, qui sont des unités spéciales de Tsahal. Elles sont soutenues par des unités aériennes, des drones et des caméras. Parallèlement à cette opération, alors que des prisonniers palestiniens ont été libérés dans le cadre de l'accord sur les otages conclus avec le Hamas dans la bande de Gaza, le commandement central s'efforce d'empêcher les terroristes de célébrer des événements dans toute la Judée et la Samarie, et en particulier dans la région de Jénine. Cette semaine, Tsahal devrait poursuivre l'opération en débarrassant le camp de réfugiés de diverses armes. Il est important de souligner que l'opération de Tsahal à Jénine fait suite à une période au cours de laquelle la police de l'autorité palestinienne a tenté de réaffirmer son contrôle sur la zone, mais n'a pas pu venir à bout des groupes terroristes et des gangs criminels lourdement armés de la ville. Ici, à TBN francophone, nous continuerons à rendre compte de l'opération dans le secteur le plus chaud d'Israël et nous passerons maintenant à la libération de nos femmes otages, ainsi qu'à la libération de terroristes des prisons israéliennes samedi. Mais avant cela, je vous demande de continuer à diffuser la vérité, de partager nos vidéos sur YouTube via WhatsApp et de nous suivre sur les réseaux sociaux. Et surtout, prenez une seconde pour vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, afin de ne plus jamais manquer un autre épisode de Boots on the Ground. Samedi, nous avons tous assisté avec enthousiasme et joie au retour en Israël des 4 soldates observatrices enlevées le 7 octobre, Lira Elbag, Karina Araev, Daniela Gilboa et Naama Levy, dans le cadre de la deuxième phase de la première partie de l'accord de cessez-le-feu. Cependant, le Hamas n'a pas encore soumis la liste complète des otages à libérer, y compris leur état de santé. Des pourparlers sont en cours pour la libération d'Abel Yehoud, le Hamas affirmant avoir donné un signe de vie au médiateur. Le bureau de Netanyahou a déclaré n'avoir reçu aucun signe de vie de sa part et a menacé de ne pas autoriser les personnes déplacées de Gaza à retourner dans la partie nord de la bande de Gaza tant qu'elle n'aura pas été libérée. Par ailleurs, un rapport de la chaîne NBC indique que Keith Siegel sera libéré samedi prochain, mais c'est dans le futur. Pour l'heure, nous devons examiner de plus près les événements des dernières 24 heures. Le Hamas avait prévu de faire de la libération de nos otages un spectacle d'humiliation. Mais les otages ont courageusement refusé de coopérer avec cet agenda
et ont au contraire donné au monde entier un exemple de courage face au mal. Liri Elbag a été photographiée au moment de sa libération, un large sourire aux lèvres, entourée de terroristes du Hamas au visage couvert. La photo prise à côté du véhicule de la Croix-Rouge à Gaza illustre la victoire de l'esprit israélien. Alors que les terroristes sont couverts et cachés par des écharpes vertes, Liri se tient debout et arbore un fier sourire. Nous avons également appris des choses sur les derniers jours de captivité, notamment qu'ils ont été détenus ensemble pendant de nombreux jours, mais que récemment, Agam a été séparé des autres, ce qui a été très difficile pour tout le monde. La force a déclaré que pendant les premiers jours de captivité, il y avait une personne plus âgée avec eux qui les gardait, s'occupait de la nourriture et des douches. Il a également été rapporté que les terroristes du Hamas les déplaçaient d'un endroit à l'autre, même à l'intérieur de la ville de Gaza, tout en prétendant qu'il s'agissait de femmes palestiniennes. Même si elles revenaient en bonnes conditions physiques, les terroristes les traitaient de manière humiliante et dure et les appelaient les soldats. Malgré l'insistance d'Israël, tout au long de la semaine, Rabel Yaoud de Nir Oz, qui selon les estimations des services de renseignement est détenu par un groupe salafiste lié au djihad islamique à Khan Younes, n'a pas été inclus dans la liste des 4 otages dont la libération était prévue, qui a été publiée vendredi et diffusée samedi. Le nom de Yaoud n'ayant pas été inclus, Israël se retrouve avec plusieurs options quant à la manière de répondre à ce que Jérusalem définit comme une préoccupation selon laquelle le Hamas ne respecte pas les termes de l'accord. Toutefois, une source d'Al Jazeera citant une source du Hamas a déclaré « Nous avons informé les médiateurs que Rabel Yaoud est vivante et qu'elle sera libérée samedi prochain. » Israël estime que Rabel est détenu par une organisation terroriste salafiste avec laquelle le Hamas n'a pas encore conclu de négociations sur sa libération, mais même dans ce cas, il s'agit d'une violation de l'accord qui exige que le Hamas ramène tous les otages, quelle que soit l'organisation qui les détient. Quoi qu'il en soit, immédiatement après la libération des 4 otages, le Premier ministre israélien a publié un communiqué disant « Aujourd'hui, Israël a reçu 4 femmes soldats qui étaient retenues en captivité par l'organisation terroriste du Hamas et en retour, il libérera des prisonniers de sécurité selon les critères établis. Conformément à l'accord, Israël n'autorisera pas les habitants de Gaza à se rendre dans la partie nord de la bande de Gaza tant que le civil Rabel Yaoud, qui devait être libéré aujourd'hui, n'aura pas été relâché. Malgré l'annonce du Premier ministre, Israël envisage, si les médiateurs garantissent la libération prochaine de Rabel, de réouvrir la route de Netzarim pour permettre un passage vers le nord, et ce, malgré la violation de l'accord. S'ils ouvrent le corridor vers le nord de la bande de Gaza, la situation pourrait être irréversible, car si le Hamas ment vraiment, il serait difficile de fermer la route et d'arrêter l'afflux de rapatriés vers le nord. Le Hamas est également censé fournir une liste du statut des 26 otages restants détenus à Gaza, entre autres choses, et Israël saura pour la première fois officiellement ce qu'il est advenu des membres de la famille Bibas. Israël s'est déjà préparé à faire pression sur le Hamas s'il tente de jouer avec la liste. À ce sujet, une autre déclaration du bureau du porte-parole de l'armée israélienne a ajouté que le Hamas n'avait pas respecté l'accord prévoyant le retour des civils en premier. Nous sommes déterminés à ramener Shiri Bibas et les enfants Ariel et Kafir. Au milieu de tous ces signaux et manœuvres diplomatiques, les Israéliens se réjouissent de la libération de 4 nouveaux otages, tandis que diverses organisations terroristes célèbrent la libération de leurs propres prisonniers des prisons israéliennes. 200 autres ont été libérés samedi, dont 121 qui purgeaient des peines de prison à vie dans les prisons israéliennes. Parmi ceux qui ont accueilli les terroristes, certains brandissaient des drapeaux du Hamas, mais ceux-ci ont été confisqués par le service de sécurité de l'autorité palestinienne, du moins selon les familles de certains terroristes. Selon des informations recueillies à Ramallah, des foules ont porté les prisonniers sur leurs épaules, brandissant des signes de victoire et exprimant leur gratitude et leur reconnaissance au Hamas, qu'ils appellent la résistance palestinienne à Gaza. La police de l'autorité palestinienne s'est efforcée de confisquer les drapeaux du Hamas et d'empêcher les manifestations de dégénérer, selon des témoins.
Pendant ce temps, les efforts du commandement central de Tsahal se concentrent sur la prévention des célébrations terroristes et sur l'organisation la plus ordonnée possible de la libération des prisonniers terroristes dans les villages et les villes de Judée et de Samarie. Cependant, Tsahal et la police de l'autorité palestinienne ne peuvent pas tout contrôler et de grandes célébrations accompagnées de manifestations de soutien au Hamas ont été observées dans beaucoup de ces villages samedi, y compris dans le village d'Akab, dans la région de Jérusalem-Est. Aucune célébration n'a encore eu lieu en Égypte. Alors que 70 des terroristes libérés hier ont été expulsés, une délégation du Hamas est arrivée dans le pays pour organiser une cérémonie. Plusieurs pays tels que l'Iran, la Turquie, le Qatar et l'Algérie ont également ouvert leurs portes aux terroristes libérés. Ici, à TBN francophone, nous continuerons à rendre compte de tout développement concernant l'accord sur les otages et samedi prochain, nous fournirons une autre mise à jour sur la situation avec les otages. Restez donc à l'écoute de la vérité et abonnez-vous à TBN francophone. Avant de continuer, prenons un moment pour apprécier les bonnes nouvelles que nous avons reçues cette semaine et prions pour qu'il y en ait d'autres dans la semaine à venir. Commençons la nouvelle semaine avec un regain d'espoir et de résilience. Revenons maintenant à l'actualité. Nous nous intéressons maintenant aux événements qui se déroulent à la frontière nord d'Israël. Mati Shoshani, analyste principal de TBN pour le Moyen-Orient, va nous expliquer ce qui se passe avec le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah et comment cela affecte notre voisinage, le Moyen-Orient. C'est à vous, Mati. Merci, Yair. La première phase du cessez-le-feu avec le Hezbollah arrive à son terme après la période initiale de 60 jours et aujourd'hui, Tsahal est censé se retirer complètement du territoire libanais. Cependant, avant même le début du cessez-le-feu, tout le monde savait que le point faible de ce plan était l'armée nationale libanaise, qui est censée se déplacer dans la zone située entre le fleuve Litani et la frontière israélienne, afin d'empêcher le Hezbollah de se redéployer exactement là où Israël occupait ce territoire. Et malgré les conseils et le soutien d'un mécanisme de surveillance internationale dirigé par les États-Unis et la France, l'armée nationale libanaise n'a pas été en mesure jusqu'à présent de remplir son rôle dans ce plan. En outre, au cours de ces 60 jours de stabilisation, de nombreux changements se sont produits qui affecteront certainement la transition vers la phase de cessez-le-feu permanent et la mise en œuvre de toutes les composantes et de tous les principes de l'accord. Pour la première fois depuis plusieurs années, le Liban a pu élire un nouveau président qui, comme par hasard, avait été le commandant de l'armée libanaise lorsque la guerre était encore à son apogée et que l'accord était en cours de formulation. Entre-temps, le président Donald Trump est revenu à la Maison-Blanche il y a une semaine et n'a pas caché son intention de mettre fin aux guerres en cours et de ramener la paix dans la région et dans le monde. Bien que les progrès soient inégaux, des mesures importantes ont été prises dans ce sens au cours de la première semaine de sa nouvelle administration. Dans la bande de Gaza, la mise en œuvre du plan de libération des otages entre dans sa deuxième semaine et un cessez-le-feu est en vigueur, ce qui laisse espérer une fin à long terme des combats. Ailleurs en Syrie, le régime d'Assad est tombé et des groupes rebelles ont pris le pouvoir, bien que la situation dans ce pays soit très instable et que de nouveaux combats puissent éclater très rapidement et très facilement. En Israël, nous entrons dans une phase de transition avec la démission du chef d'état-major qui prendra effet début mars. Plusieurs autres officiers supérieurs ont également démissionné et devront être remplacés. Il s'agit d'un moment délicat où nous pourrions être confrontés à une reprise des combats dans le nord et il est donc impératif que cette transition se fasse le plus rapidement et le plus harmonieusement possible. À cet égard, Israël a insisté à juste titre, dès le premier jour du cessez-le-feu au Liban, sur une mise en œuvre complète et sans compromis des principes, y compris une réponse offensive à toute violation par le Hezbollah. Il s'agit notamment d'actes d'agression commis par des terroristes dans la région du Sud-Liban ou de tentatives de contrebande d'armes à partir de la frontière entre la Syrie et le Liban, tout en ne retirant les forces de Tsahal qu'après l'entrée de l'armée libanaise sur le territoire. L'armée nationale libanaise a progressé très lentement jusqu'à récemment et la date des 60 jours de cet état de cessez-le-feu initial n'a jamais été considérée comme une date sacrée. Il y a environ un mois, les premières déclarations du ministre de la Défense, du chef d'état-major et d'autres ont indiqué qu'Israël n'avait pas l'intention de retirer ses forces du Liban à la date convenue. La semaine dernière, les voix se sont élevées et de nouvelles dates de retrait ont même commencé à faire surface. Le calendrier exact n'est pas la question principale. La question principale, bien sûr, est de savoir si les conditions permettant à Israël de se retirer et d'assurer la sécurité de sa frontière nord
sont réunies ou non. Dans ce contexte, il est important de rappeler qu'Israël était très préoccupé par le fait que la future administration Trump forcerait Israël à se retirer. Mais dans la pratique, lors du premier grand test des relations israélo-américaines, les États-Unis ont directement soutenu la décision d'Israël de ne pas retirer toutes ses forces du Liban à la fin du cessez-le-feu de 60 jours. Israël a en effet expliqué que la décision du cabinet de ne pas se retirer à ce stade était due au fait que le Hezbollah ne respectait pas les termes du cessez-le-feu. Il a également été souligné que les forces du Hezbollah se trouvent toujours au sud du Litani et que l'armée libanaise ne s'est pas encore déployée conformément à l'accord. Un communiqué du bureau du Premier ministre a ajouté que l'État d'Israël ne mettrait pas en danger ses communautés et ses citoyens et insisterait pour atteindre pleinement les objectifs des combats dans le nord. Et d'assurer le retour en toute sécurité des habitants dans leur foyer. La mise en œuvre de l'accord progresse, la sortie de la zone se fait progressivement. Dans certains secteurs, il a été retardé et prendra un peu plus de temps afin de permettre un retrait progressif de Tsahal et le déploiement de l'armée libanaise, sans permettre au Hezbollah de revenir et de se redéployer dans la région. Le porte-parole de Tsahal en arabe a ajouté dans un message adressé aux habitants du sud Liban qu'il ne devait pas permettre au Hezbollah de les utiliser comme boucliers humains. Il leur a également demandé de patienter encore un peu et leur a annoncé qu'ils pourraient bientôt rentrer chez eux en toute sécurité. D'ici là, attendez, dit le communiqué. Ne laissez pas le Hezbollah revenir et vous utiliser pour dissimuler les conséquences destructrices des décisions irresponsables qu'il a prises au détriment de l'État du Liban. Israël a la preuve que le Hezbollah n'évacue pas, bien qu'il n'attaque pas l'armée libanaise. Sa seule présence sur le terrain viole l'accord. L'armée libanaise n'aime pas du tout affronter le Hezbollah et n'est pas prête à prendre de tels risques. À cet égard, je pense que l'armée libanaise finira par prendre les positions convenues dans l'accord et n'autorisera pas une présence armée du Hezbollah ou des dépôts d'armes dans les zones frontalières. Tout ira bien, mais après le retrait de Tsahal, la question se pose de savoir qui empêchera le Hezbollah de revenir. Il est évident qu'il faut mettre fin à la présence du Hezbollah dans la région. Toute violation de l'accord doit être réprimée par le feu. Sinon, les habitants du nord d'Israël ne pourront pas rentrer chez eux. Merci de rester avec TBN francophone pendant que nous explorons ces questions. Je vous invite à partager ce contenu avec d'autres personnes que vous connaissez et qui sont à la recherche d'une source d'information fiable et à cliquer sur le bouton d'abonnement si vous ne l'avez pas encore fait afin de ne jamais manquer un épisode de Boots on the Ground. C'est tout pour moi. Yair, c'est à vous. Merci, Mati Shoshani. Mais une seconde avant de vous laisser partir, pouvez-vous nous faire le point sur le déblocage par les Américains des livraisons d'armes à Tsahal, y compris des bombes lourdes? Certainement, Yair. La Maison-Blanche a accéléré les livraisons de bombes lourdes de 900 kg et des bulldozers D9 pour Tsahal. Cela signifie que les livraisons que l'administration Biden avait retardées par crainte de l'utilisation de ces bombes par Israël dans les centres de population vont maintenant arriver dans un avenir très proche. Le président Donald Trump a écrit sur son compte de médias sociaux, Truth Social, que de nombreuses choses commandées et payées par Israël, mais non expédiées par Biden, sont maintenant en route. C'est une bonne nouvelle pour nous. La cargaison critique qui vient d'être débloquée comprend, entre autres, 1700 bombes lourdes de Boeing pour l'armée de l'air, ainsi que 134 bulldozers Caterpillar D9 et d'autres armements. Nous notons que Tsahal se préparait déjà à l'avance à l'envoi de cette cargaison avant l'entrée du président Trump à la Maison-Blanche. L'envoi de ces bombes et des bulldozers avait été retardé par l'administration Biden en raison de la forte pression interne au sein du département d'État américain, ainsi que des protestations des étudiants sur les campus universitaires. L'administration Biden a cédé à ces pressions, dont une grande partie provenait de la base électorale du Parti démocrate. La nouvelle administration Trump a déjà montré qu'elle n'était pas vulnérable à de telles pressions et qu'elle agirait rapidement pour soutenir Israël dans la bataille contre les ennemis d'Israël et de l'Amérique. Disons donc merci et Amen. Et maintenant, à vous, Yair. Avant de revenir sur les tentatives du Hamas, hier, de mener une guerre psychologique contre les citoyens israéliens et d'essayer de changer le récit et la réalité, j'aimerais vous demander de nous soutenir. Chez TBN francophone, nous travaillons jour et nuit pour vous apporter la vérité et si vous souhaitez recevoir plus de vidéos et aider notre travail, veuillez cliquer sur le bouton « Faire un don » sur YouTube ou visiter notre site web tbnfr.org pour soutenir notre travail. Chaque euro est réinvesti dans la diffusion de la vérité. Maintenant, je voudrais revenir un instant sur les événements de samedi
et en particulier sur la mise en scène que le Hamas a voulu présenter au monde entier autour de la libération de nos otages. Il s'agit d'une démonstration de force absurde et insensée de la part de l'organisation terroriste qui tente désespérément de donner une image de victoire après avoir été humiliée et vaincue et après que l'ensemble de sa direction a été anéanti par les forces de défense israéliennes. C'est la deuxième fois en une semaine que le Hamas utilise la remise d'otages à la Croix-Rouge pour présenter l'image d'une force dominante dans la bande de Gaza, malgré 15 mois de guerre qui ont tué des milliers de ses combattants et réduit les villes en ruines. La remise de 4 femmes otages aujourd'hui a donné lieu à un spectacle encore plus spectaculaire que la libération des 3 autres femmes otages dimanche dernier. Le Hamas a monté une scène sur la place de Palestine au centre de la ville de Gaza. Cette zone a été détruite par les bombardements israéliens et l'incursion terrestre. La scène portait une pancarte en hébreu disant « Le sionisme ne gagnera pas » et des centaines de combattants masqués et armés, ainsi que des civils, se sont rassemblés à proximité. Sur la scène, le Hamas a organisé une cérémonie de signature entre l'un de ses représentants et un représentant de la Croix-Rouge qui a ensuite reçu les otages. Les otages sont arrivés sur la place à bord d'un convoi de véhicules 4x4 de taille moyenne. Ils ont été amenés sur la scène vêtus d'uniformes de combat, apparemment pour souligner qu'il s'agissait de soldats et non de civils. Des membres du Hamas munis de caméras coûteuses ont suivi les otages comme s'ils préparaient une vidéo à partager sur les médias sociaux. Sur la scène, les otages souriaient et saluaient la foule en criant des slogans, tandis que des hommes armés du Hamas se tenaient à côté d'eux. La Croix-Rouge a annoncé qu'elle ne réagirait pas à ces actions. Je dois dire que nos courageux otages sont tout simplement des lionnes. Ce sont des héroïnes. Elles sont restées debout et souriantes face à des hommes masqués et armés qui criaient au meurtre et à l'anéantissement des Juifs. Mais l'esprit de nos femmes soldats n'a pas faibli et elles ont humilié le Hamas. Selon un rapport du New York Times, des sources israéliennes ont affirmé que le Hamas a forcé les otages à sourire et à saluer dans le cadre d'un effort de propagande visant à faire comprendre que l'organisation terroriste traite bien les prisonniers. Il convient toutefois de noter que d'anciens otages ont fait état de mauvais traitements, notamment d'agressions sexuelles et de torture. Depuis l'entrée en vigueur dimanche dernier de l'accord de cessez-le-feu entre le Hamas et Israël, le Hamas s'efforce de démontrer qu'il contrôle toujours la bande de Gaza. Avec des combattants défilant dans les centres-villes et des policiers postés au carrefour, on ne sait pas exactement combien de combattants, de policiers et de dirigeants politiques ont survécu à la guerre. Mais en organisant publiquement la remise des otages de cette manière, le Hamas montre clairement qu'il contrôle toujours les parties de la bande de Gaza qui ont subi ces attaques. Je dis qu'il faut les laisser profiter de ce moment où ils semblent encore contrôler la situation, tout en bénéficiant du soutien de certains étudiants universitaires dans le monde et en Occident, ainsi que de certains gouvernements. Le monde passera rapidement à autre chose, surtout après la libération des otages. Et à mon avis, personne ne s'en tire jamais à bon compte. Et ces terroristes devraient s'en souvenir. En attendant, continuez à prier pour nos otages détenus à Gaza. Partagez et diffusez la vérité sur ce qui se passe en Israël. La chose la plus importante que vous puissiez faire est de vous unir et de prier. Priez donc pour le peuple d'Israël, priez pour les soldats de Tsahal, où qu'ils se battent dans la bande de Gaza, au Liban, en Judée et Samarie ou en Syrie. Plus important encore, unissez-vous dans la prière pour la paix à Jérusalem et ensemble, nous gagnerons cette guerre parce que Dieu est de notre côté.